Voilà, je vous propose de démarrer cette conférence de presse et je vous remercie évidemment d'être pour votre présence, à la fois dans la salle, mais aussi pour ceux et celles qui nous suivraient à distance et qui peuvent également poser leurs questions et qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Donc le professeur, le docteur Stamatakis et moi-même, on est évidemment assez satisfait ou pleinement satisfait de la manière dont cette campagne de vaccination s'est déroulée en Wallonie, avec au départ en novembre, souvenez-vous de l'année dernière, un objectif de vaccination de 70% de la population de plus de 18 ans qui devait être vaccinée, et c'était un sérieux objectif à atteindre, puisqu'à l'époque, on avait à peu près un tiers des personnes qui souhaitaient se faire vacciner. Donc il y a eu un chemin évidemment important qui a été réalisé en matière de pédagogie, d'information, de prise de conscience et d'adhésion de la population de manière volontaire et éclairée pour mettre un terme à cette épidémie, à cette pandémie qui nous a frappés massivement et mondialement. Et nous avons déployé, avec le professeur Angler et avec le docteur Stamatakis et l'équipe de la délégation générale Covid de Wallonie, des efforts pour vacciner 70% des personnes de plus de 18 ans. Et une fois cet objectif atteint, nous étions alors avec un variant, le variant anglais, qui arrivait, qui était 40% plus contagieux. Les autorités nous ont alors, scientifiques, nous ont conseillé d'augmenter ce taux de vaccination et d'essayer d'atteindre les 80% de personnes de plus de 18 ans vaccinées, objectif que nous avons réalisé en Wallonie, avec un taux de vaccination assez important d'ailleurs pour les personnes les plus fragiles, les plus âgées, qu'on verra tout à l'heure, puisque les personnes, par exemple, de plus de... les personnes plus âgées, plus de 65 ans, se sont fait vacciner parfois jusqu'à 90% par tranche de population. C'est évidemment extrêmement encourageant, comme les personnes qui sont atteintes de comorbidités, pour lesquelles à peu près 87% d'entre eux ont souhaité se faire vacciner. Mais on sait aussi que après cette période estivale qui est généralement, en tout cas, scientifiques nous disent que la période estivale est relativement clémente pour la circulation du virus, on va se retrouver dans des périodes plus froides, avec des croisements d'individus, notamment avec la reprise professionnelle à la rentrée ou dans les jours qui viennent, et également des rentrées scolaires, que ce soit dans le primaire, le secondaire, les hautes écoles et les universités. Et donc cette étape-là est une nouvelle étape et un nouveau défi pour nous, à l'heure où le variant Delta est ultra majoritaire, puisqu'il n'y a plus que lui sur le territoire belge et sur le territoire wallon. Les objectifs de départ, je l'ai dit, 70%. Nous sommes à 80%. Nous sommes confrontés, et le docteur Stamatakis en parlera, confrontés à un variant qui est beaucoup plus contagieux et pour lequel il nous est demandé de pouvoir continuer le travail de conviction à l'égard de la population pour qu'elle soit au maximum protégée et qu'on puisse, au-delà de la protection, travailler sur la transmission du virus pour avoir comme objectif d'éviter une 4e vague et d'empêcher la reproduction de cette épidémie et de l'éradiquer. Et donc on va proposer, et on a adopté aujourd'hui au sein du gouvernement, je dois d'ailleurs excuser le ministre-président qui n'est pas physiquement présent, mais qui a évidemment pleinement soutenu la mesure à l'égard, comme mes autres collègues également au sein du gouvernement, pour pouvoir aborder cette rentrée et de pouvoir continuer à vacciner massivement la population wallonne. Je cède maintenant la parole au docteur Stamatakis. Donc, comme la ministre vous l'a dit, donc, la vaccination fonctionne bien. Donc, le principe du contrôle d'une pandémie repose sur 2 piliers essentiellement. Merci. Le premier, donc, c'est de protéger les plus fragiles, et le second, c'est de limiter la circulation du virus. À ce niveau-là, donc au niveau protection, je pense qu'on est dans le bon. Donc, vous voyez sur les chiffres qui vous sont présentés que le taux de protection dépasse 85% pour toutes les personnes âgées de 64 ans ou plus. C'est un chiffre assez inespéré, mais qui permet de confirmer que ça fonctionne, mais deux, surtout, qui se traduit au niveau de
au niveau de la vie de tous les jours par différents points. Le premier, c'est que le nombre d'infections et le nombre de clusters dans les maisons de repos s'est effondré. Donc on n'a pas revécu ce qu'on a vécu au niveau de la première et de la deuxième vague des maisons de repos où la vie était dramatique avec des gens qui étaient malades, hospitalisés et qui décédaient. Donc à ce niveau-là, c'est parfait. Par ailleurs, le nombre d'hospitalisations est en chute libre. Là aussi, il y a encore des patients à l'hôpital, il y a encore des patients en soins intensifs, mais il y en a nettement moins que précédemment. Et par ailleurs, ces patients-là, ils ont deux caractères qu'ils n'avaient pas précédemment. Ils sont plus jeunes et ils sont essentiellement non vaccinés. Donc ça, je pense que c'est la traduction de l'efficacité du vaccin. Par contre, la deuxième partie, qui est la circulation du virus, là, on n'y est pas encore. Donc, ce qui importe, c'est que le plus grand nombre de personnes soient vaccinées pour que le virus circule moins, en particulier le variant Delta, donc, comme la ministre vous l'a dit, qui est présent à 99% en Belgique au niveau des dernières mesures. Ce variant est hyper contagieux, il n'est pas plus méchant que les autres, mais il est hyper contagieux. Et donc, ce qui est vital, c'est de limiter la circulation de ce virus. Et pour le moment, les populations qui ne sont pas encore suffisamment vaccinées et qui, par ailleurs, sont les populations qui ont le plus grand nombre de contacts sociaux, c'est les jeunes. Et donc, toute l'action qu'on doit mener vise à augmenter le taux de vaccination dans les jeunes, dans la tranche 12-17, où pour le moment on est à 55%. C'est déjà un chiffre intéressant, mais ça n'est pas suffisant. 18-24, on est à 70%, idem, intéressant, non suffisant. Et les 25-34, même chose. Donc, à ce niveau-là, l'ensemble des mesures que la ministre va vous présenter maintenant vise cette population et vise à augmenter le taux de vaccination de cette population. Il n'y a pas de secret, il faut beaucoup travailler, on a beaucoup travaillé pour essayer d'atteindre ce taux de vaccination à la fois avec le soutien de la Belgique, des autorités fédérales et régionales, mais qu'on doit poursuivre et continuer à poursuivre ce travail, notamment, et l'UCL l'a d'ailleurs démontré dans des enquêtes, parce que le contrôle social, aujourd'hui, beaucoup de gens au travail, ou bien des plus jeunes, discutent entre eux de la vaccination à l'occasion de la reprise du cursus scolaire, soit à l'occasion de la reprise du travail, et poussent des personnes à franchir le pas qu'elles n'auraient pas franchi dans les 9 mois ou dans les 7 ou 8 mois qui viennent de venir et pour lesquels on avait une vaccination qui a été proposée. Il n'est pas trop tard. C'est toujours possible et donc on doit travailler après la vaccination massive qu'on a organisée. On a vacciné jusque 312 000 personnes par semaine. On avait au départ des capacités maximales de 200 000 personnes à vacciner par semaine en Wallonie. Et puis on a eu suffisamment de vaccins pour pouvoir monter en puissance et les différents centres de vaccination, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens qui se sont mobilisés dans les centres de vaccination ont permis de relever ce défi-là. Aujourd'hui, on va clôturer une partie de cette étape-là, au sens où ce ne sera plus une vaccination massive, mais on va devoir faire des vaccinations plus ciblées et aller se rapprocher des citoyens au maximum pour permettre, non pas, on a le sentiment que celui qui n'aurait pas franchi le pas en 8 mois à l'occasion des 2 courriers ou 3 courriers qu'il a reçus d'aller dans un centre de vaccination. C'est compliqué, je pense qu'il fasse plus de kilomètres. Par contre, il faut pouvoir lui donner des possibilités et d'autres possibilités. Donc, des centres de vaccination, nous en avions 40 fixes et 12 mobiles. Il y en a d'autres qui étaient venus, mais globalement, on va maintenir 16 centres de vaccination sur l'ensemble du territoire wallon, qui vont rester ouverts en septembre et en octobre, dans un autre modus, puisque c'est avec d'autres modalités, 2 jours par semaine, et donc de préférence le vendredi et le samedi, pour pouvoir permettre aux personnes qui travaillent de s'y rendre, et donc en fonction des personnes, ils pourront déployer entre 1 à 5 lignes de vaccination, et les personnes s'y rendront, comme c'est le cas ces derniers mois, avec ou sans rendez-vous.
Mais à côté de ça, nous avons souhaité développer de nouvelles antennes, des antennes fixes et des antennes mobiles en Wallonie. Je parlais tout à l'heure de la rentrée scolaire. Dans toutes les universités de Wallonie, il y aura des centres de vaccination, des vaccinations possibles pour les étudiants universitaires, mais aussi pour le personnel qui travaille dans ces universités-là. Et donc, toutes les universités wallonnes ont accepté et ont souhaité même s'impliquer dans cette campagne. Je les en remercie, comme je remercie également ma collègue Glatini pour son ouverture. Nous le ferons aussi dans les hautes écoles. Et on sait que ça fait des centaines de milliers de personnes potentiellement qui peuvent être concernées. Et donc, nous vaccinerons également avec des bus de vaccination itinérants à destination, donc dans les écoles, dans les hautes écoles ou à proximité des hautes écoles, pour que tous, à la rentrée, puissent avoir cette possibilité-là. Et ce sera des centres qui seront ouverts en semaine à concurrence de 10 heures par jour. Nous allons aussi faire monter en puissance le travail des médecins généralistes. Vous savez qu'ils ont été très impliqués, notamment à travers les cercles de médecine générale dans les centres de vaccination. Ils se sont impliqués massivement et ont contribué au succès de la campagne. Maintenant, ils vont pouvoir amplifier le travail de vaccination à domicile ou dans leur cabinet médical. Et donc, pour cela, les médecins généralistes vont pouvoir aller chercher des seringues, des doses de vaccination, soit dans un centre de vaccination, si dans les 16, c'est proche de chez eux, ou bien dans une pharmacie proche de chez eux. Et donc, on a un maillage. Les pharmacies ont joué aussi un grand rôle dans le succès de cette campagne. On continue à montrer leur disponibilité. Et donc, nous organisons sur l'ensemble de la Wallonie un relais, un dépôt en quelque sorte pour que les médecins généralistes puissent aller dans une pharmacie qui soit dans un rayon d'à peu près 20 minutes proche de chez eux, à l'exception du Luxembourg qui a une géographie plus particulière. Et donc on a travaillé là avec les cercles de médecine générale pour un dispositif avec des bus qui fonctionnent donc de manière un peu différente. Et donc nous permettons également cette vaccination pour ceux qui souhaitent se faire vacciner chez leur médecin, dans son cabinet, voire à domicile. Nous allons également, et Lambert Stamatakis y a travaillé beaucoup avec ses équipes, en question de la 3e dose pour les personnes immunodéprimées qui démarre. Les contacts ont été pris avec les hôpitaux. Donc ce sont des personnes qui sont sous dialyse, des personnes transplantées, des personnes atteintes d'un cancer et dont on sait qu'ils réagissent moins, ou en tout cas ils sont moins protégés quand ils sont vaccinés en 2 doses. Donc une dose est importante pour compléter la vaccination pour ces personnes-là. Et donc, le travail, mais ça peut-être Lambert, tu peux expliquer comment les choses vont se dérouler. Oui, donc il y a un courrier qui est parti vers les hôpitaux. Donc le groupe des immunodéprimés, c'est à peu près en Wallonie 150 000 personnes. Et ce groupe est divisé en deux sous-parties. La première, c'est les gens qui sont suivis en milieu hospitalier, et l'autre, c'est ceux qui ne le sont pas. Donc, pour les gens suivis en milieu hospitalier, on a envoyé un courrier à tous les hôpitaux aigus de Wallonie en leur demandant de nous envoyer simplement le nombre de vaccins dont ils ont besoin pour vacciner ces personnes-là, pour la 3e dose. Ce courrier est parti en début de semaine. Et pour le deuxième groupe, donc le premier groupe hospitalier plutôt, on l'a estimé à 50 000 personnes. Le deuxième groupe de 100 000 personnes, lui, va être pris en charge par la médecine générale ou par les centres de vaccination. Ils vont être identifiés à partir des dossiers disponibles dans les mutuelles ou disponibles dans le dossier médical du généraliste. Ils pourront être identifiés à partir du 10 septembre à peu près, sachant qu'il faut préalablement un nouvel accord de coopération qui permette de les identifier. Cet accord devrait être signé pour le 7 septembre, et donc à partir du 10, ils pourront être identifiés par les mutuelles, par les généralistes, vaccinés dans la foulée évidemment, et on a prévu en principe de les vacciner jusqu'au 15 octobre, ce qui laisse un gros mois pour que ces gens reçoivent leur 3e dose. Voilà.
à côté de la vaccination dans les universités et dans les hautes écoles, il faut aussi qu'on puisse couvrir les lieux professionnels. Et donc, le Codeco a mis en exergue le fait qu'on pouvait soutenir une vaccination sur le lieu de travail à travers la médecine du travail. Et donc, des contacts sont pris avec la médecine du travail et des contacts, des négociations, des concertations sont aussi entamées par mon collègue et homologue Pierre-Yves Dermagne au niveau fédéral pour pouvoir envisager cette vaccination à travers la médecine du travail dans les entreprises, dans les grosses entreprises et dans les entreprises potentiellement peut-être plus petites. Je crois qu'il y a un intérêt convergent pour les employeurs et pour les travailleurs d'être vaccinés. Je prends par exemple toutes les fonctions d'ouvriers qui doivent parfois travailler avec des collègues qui rentrent dans des camionnettes le matin, qui doivent obligatoirement être en contact rapproché. Mais si un ouvrier venait à être contaminé ou bien en contact avec une personne son collègue qui aurait été qui a le Covid, eh bien, il va devoir s'écarter et avoir une quarantaine de 2 semaines, ce qui est évidemment compliqué en termes financiers pour lui. Les conséquences peuvent évidemment être à la fois aussi des conséquences financières. Donc je pense qu'au-delà de l'aspect santé publique, il y a aussi un aspect économique. Et il y a évidemment une volonté, j'imagine, des employeurs de pouvoir compter sur leur personnel et de ne pas revivre des situations apocalyptiques comme on les a connues pendant quasi 1 an et demi. Donc, nous avons également discuté au niveau de la région wallonne de l'implication de notre travail de montrer l'exemple dans les pouvoirs publics. J'ai eu une conversation avec Valérie Debu pour que, par exemple, comme ministre de la fonction publique, on envisage aussi une vaccination potentielle dans les services publics de Wallonie. Et j'ai la chance d'avoir des collègues qui s'investissent également et qui répondent bien aux sollicitations ou qui sont même dans l'initiative. Et que je remercie, que ce soit à travers différentes initiatives qui vont être prises au niveau du sport, au niveau des pouvoirs locaux, pour que des assistants sociaux, pour que les équipes de plans de cohésion sociale continuent et fassent du travail de terrain pour aller dans les quartiers, là où on a des faibles taux de vaccination, d'aller expliquer, convaincre, discuter. Je pense que c'est de cette manière-là qu'on pourra continuer à protéger l'ensemble de la population. Et par ailleurs, puisque chacun doit essayer de trouver des solutions, il y a aussi dans le milieu scolaire, on vaccine les 12-17 ans, c'est possible, ça ne l'était pas en début de vaccination. Pour les mineurs, ça s'est fait et nous avons agi en Wallonie pour compte de la communauté française. Nous avons des taux de vaccination, Lambert, qui tournent pour les jeunes de 16-17 ans aux alentours de 70%. Et pour les 12-15 ans, à hauteur de 50%. On a quasi 50% pour les 12-15 ans. Et donc, là aussi, je pense qu'on ne doit pas faire peser sur les adolescents la responsabilité de la campagne de vaccination, mais on peut continuer à poursuivre le travail pour les adolescents qui souhaitent se faire vacciner, travail de pédagogie également, et donc de proposer aussi que dans les écoles, j'ai sollicité Bénédicte Linard pour que les services de la médecine du travail ou de l'ONE et ou de l'ONE puissent également apporter leur concours à cette campagne de vaccination. Et enfin, on va lancer une campagne de sensibilisation ciblée sur les jeunes. Vous avez vu tout à l'heure dans le tableau par tranche d'âge le taux d'adhésion à la vaccination, très important pour les personnes de plus de 65 ans. On doit continuer à travailler sur la couche des 25-34 ou 18-34. Particulièrement les 25-34, vous l'avez vu, on est pour cette tranche-là juste en dessous de 70%, alors que pour les 18-25, on a dépassé les 70%, mais quoi qu'il en soit, les 18-34, on va faire, oui, on revoit ici, et donc nous allons relancer des campagnes grand public, mais des campagnes spécifiques à l'égard de ces populations-là. Elle va démarrer cette semaine à travers les réseaux sociaux, des affichages, des pubs, des médias particuliers, des collaborations aussi avec les cercles d'étudiants qui seront notamment déployés. En conclusion, Lambert. Ah oui, donc on va pouvoir visualiser, voilà, donc la campagne de vaccination en Wallonie
qui s'est déployé de janvier jusque fin août. C'est le tableau que vous avez sous les yeux. Et la suite, c'est un autre dispositif, mais on le voit à l'échelle de la Wallonie. Le maillage reste important et je pense que c'est un travail maintenant qui va se faire en allant plus à la rencontre des citoyens, en leur donnant la possibilité de se faire vacciner sur leur lieu de travail si c'est possible et sur leur lieu universitaire ou scolaire, et éventuellement dans les cabinets médicaux, si les médecins, c'est largement le cas, souhaitent s'impliquer dans cette campagne et continuer à s'impliquer dans cette campagne de vaccination de manière encore plus importante que ce n'était le cas précédemment, puisqu'ils étaient déjà mobilisés dans les centres de vaccination. Tu souhaites rajouter un petit mot? Le mot, c'est la vaccination avance, elle avance bien. On va se rapprocher du citoyen, c'est important. Et je pense qu'en faisant tout ça, on y arrivera. Voilà, on est content du chemin parcouru, mais on ne se repose pas sur nos lauriers, on continue, on poursuit, on ne lâche rien. Et on espère que de cette manière-là, on arrivera à maîtriser cette épidémie qui nous aura pourri la vie pendant assez longtemps. Trop longtemps. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, auquel cas Stéphanie arrive avec le micro. Vers l'avenir. Non, la livre. Enfin bon, c'est le même groupe de presse maintenant. Voilà, bon, je vois les efforts déployés pour convaincre les derniers indécis. Mais qu'est-ce qui va changer? Parce que je pense quand même qu'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés et qui sont quand même informés. Donc, comment on va faire pour toucher ces gens-là? J'imagine qu'il y aura quand même toujours un certain nombre d'irréductibles. Il doit être difficile à estimer, mais comment on va faire pour faire vraiment changer les gens d'avis? En fait, je pense que ce qui est important, c'est le contact de proximité. En fait, c'est la discussion. Et donc, on voit autour de nous des gens qui étaient irréductibles et qui, à force de voir que finalement, quand on est vacciné, on ne devient pas bizarre, finalement, qu'on est protégé, qu'on ne tombe pas malade. Et ces gens finissent par changer d'avis. On n'arrivera jamais à 100%, soyons honnêtes. Mais bon, chaque jour qui passe, il y a un certain nombre de personnes supplémentaires qui s'inscrivent. Donc on voit par exemple les chiffres, dans les plus âgés, le chiffre continue à augmenter, alors qu'il y a longtemps que ce n'est plus notre groupe cible. On voit que le pourcentage, toutes les semaines ou tous les 15 jours, il augmente d'1%. C'est-à-dire que les gens changent d'avis et viennent se faire vacciner. On a, par exemple, cette semaine, ou je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, 55 000 personnes qui se font vacciner en Wallonie. Et donc, on sent bien, et je parlais tout à l'heure de l'UCL qui a fait une enquête pour montrer comment continuer à convaincre les gens et de montrer à quel point le cercle d'amis, le milieu professionnel et le milieu scolaire étaient trois endroits à partir desquels la conviction ou l'adhésion à la vaccination pouvait basculer rapidement. Et je ne sais pas si vous comme moi, mais dans mon cercle proche, dans ma famille, il y a pas mal d'enseignants, par exemple, ou de gens. Parfois, certains ont hésité à se faire vacciner et à l'entame de la rentrée avaient besoin de temps, de vérifier, de s'assurer. Aujourd'hui, on a plusieurs milliards de personnes qui ont été vaccinées dans le monde depuis déjà un peu avant le mois de janvier. Il y a suffisamment de recul et c'est le moment pour eux. Le fait qu'on ne les ait pas poussés, ou on n'essaye pas non plus d'être dans la culpabilité, mais de continuer le travail de pédagogie, je crois, leur permet aussi de franchir le cap. Et puis, il y a aussi des gens qui ont envie de partir dans les pays voisins, et tous les pays qui sont autour de nous, s'ils veulent rentrer au restaurant, s'ils veulent aller quelque part, ils doivent avoir le pass sanitaire, la preuve de vaccination, et donc c'est aussi un moyen de retrouver sa liberté, et ça permet à la fois d'être protégé, protéger les autres, et de pouvoir vivre un peu plus sereinement. On a donc le contact de proximité dont on a parlé dans les communes, dans les quartiers. On a les médecins généralistes qui vont pouvoir vacciner davantage en pouvant aller dans une des pharmacies à 20 minutes de chez eux maximum. On a les cercles d'amis, on a les collègues. Je pense que de cette manière-là, on va continuer à faire monter le taux de vaccination. On sent bien que chaque jour, très honnêtement, quand la rentrée se rapproche,
on a un taux toujours important, mais il ne faut pas louper le coche, puisque les centres de vaccination massifs, voilà, cette étape-là, elle est terminée. Quelle est la suivante et comment est-ce qu'on s'assure qu'on a un système de vaccination proche de la personne pour éviter qu'elle ne doive faire des grands déplacements et que quelque part, c'est peut-être pas la plus convaincue ou celle qui a été le plus facilement, donc elle ne fera peut-être pas 40 km pour aller dans un centre de vaccination. C'est pour ça qu'on essaye de déployer des choses proches de chez elle. Vers l'avenir, cette fois-ci. Le fait que les dernières études montrent que l'efficacité du vaccin diminue assez rapidement ne remet pas en cause cette stratégie d'arriver à éradiquer le virus? Non. Il signale simplement qu'à un moment, il faudra peut-être faire une 3e dose aux personnes qui ont déjà été vaccinées. Donc, en effet, le taux d'anticorps diminue. Ce n'est pas pour ça que l'immunité cellulaire diminue. Et donc, il y a d'autres études qui sont en cours pour voir si effectivement le fait d'avoir un taux d'anticorps plus bas suffit à démontrer qu'on n'est pas protégé. Pour le moment, en tout cas dans les maisons de repos, qui ont été les premières à être vaccinées, les choses restent calmes. Je veux dire, il y a quelques infections, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas de grosses catastrophes. Et donc, on est plutôt serein. Mais c'est vrai que probablement, d'ici quelques mois ou quelques semaines, il faudra peut-être rediscuter la 3e dose pour certaines personnes. À l'époque, on avait évoqué la possibilité de faire payer le vaccin pour ceux qui ne se seraient pas décidés à temps. Cette étape-ci est toujours gratuite, quel que soit le moyen, même le médecin généraliste? Oui, le vaccin reste gratuit. Bonjour, Laurent Zanella du Journal du Médecin. Est-ce qu'à l'instar de Bruxelles, les médecins auront la possibilité de se faire livrer les vaccins, les seringues? A priori, non. Ils devront aller les chercher en pharmacie, enfin dans une pharmacie proche de chez eux. Mais pour le moment, on n'a pas prévu de système de livraison, qui est assez complexe, hein, soyons honnêtes. Et qui se déploie de manière très différente selon qu'on soit à l'échelle de Bruxelles ou à l'échelle de la Wallonie. Et qu'en sera-t-il de la rémunération du médecin? De la rémunération du médecin? Du médecin. Ben, a priori, donc, des discussions qu'on a eues avec les cercles, ce qui est prévu, c'est que le médecin facture une consultation, le patient ne viendra pas chez lui uniquement pour se faire vacciner, mais aussi pour renouveler des ordonnances, se faire examiner, prendre la tension, etc. Donc on reste sur un système inamide. Le médecin n'est pas rémunéré en direct pour la vaccination. J'ai une dernière question concernant le lien entre la vaccination et les inondations. Est-ce qu'il n'y a pas eu un retard en province de Liège sur la vaccination? Est-ce que des médecins, justement, n'ont pas été impactés, ne pourront pas vacciner à domicile? Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes? En fait, donc, on a été en contact avec eux en permanence, évidemment. Et donc, les médecins se sont organisés sur place pour pallier au maximum à ce retard. Il y a eu un petit retard, et il y a toujours un petit retard, mais qui est rattrapé progressivement. Donc, par exemple, ils ont mis en place des bus de vaccination, des containers. Donc là où les cabinets ont été détruits, ils ont déployé des containers de consultation. Ça a été fait notamment à Pépinster. Et donc ça a été fait en concertation avec nous, évidemment. Donc ce qu'il faut comprendre dans notre aventure de la vaccination, c'est qu'on a eu l'occasion de rencontrer énormément de médecins avec qui les relations sont extraordinairement bonnes. Je veux dire, ça a bien fonctionné. Ils avaient un peu peur au début. Les choses se sont... Je veux dire, c'est devenu des amis. Et donc, dès qu'il y a un problème, on est en contact bilatéral et on discute, on essaie de trouver des solutions. Donc, oui, il y a un petit retard qui n'est pas monstrueux et qui a été atténué par le fait que les gens ont réagi très vite sur place. Et c'est pour ça que dans le plan, dans le PowerPoint qu'on a présenté, on a aussi des antennes mobiles dans les communes. Donc, j'ai pas été totalement complète, mais ça me permet de l'être avec votre question. J'ai parlé des universités, des hautes écoles, du milieu professionnel, des établissements scolaires secondaires, mais aussi avec les bus mobiles, aller dans les communes dont le taux de vaccination est plus faible.
petite précision. Pour le milieu scolaire, la médecine scolaire, pour les 12-17 ans, le consentement des parents reste obligatoire? Et donc ça, c'est identique à ce qui fonctionnait pour les 16-17 ans et pour les 12-15, donc deux modalités différentes selon l'âge, tel que l'avis juridique nous avait été transmis en CIM Santé. Donc ça, c'est un système qui resterait identique et qui va se déployer également sur Bruxelles. Alors j'ai une autre question. Parmi les gens qui ne souhaitent pas se faire vacciner, il y a des gens qui ont fait le Covid. Cela n'apparaît jamais dans les chiffres. Est-ce qu'on sait en Wallonie combien ça peut concerner de personnes? Je ne peux pas vous donner de chiffres exacts. Oui, voilà. Donc 1,2 million en Belgique, mais le chiffre wallon, moi, je ne... Donc on a 1,2 million de personnes qui ont contracté le Covid en Belgique. Je pense que ce sont les derniers chiffres qu'on a. Ces personnes-là, c'est vrai que du point de vue européen, sur le Covid Safety Kit, là, il y a trois types de certificats. Le certificat vaccinal, le certificat qui montre qu'on a un test PCR ou antigénique négatif, ou bien qu'on a contracté le virus dans un délai de 180 jours. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont protégés. On estime d'ailleurs, il y a des études, mais ça Lambert pourrait l'expliquer bien mieux que moi, que le fait d'avoir contracté le Covid ne les immunise pas contre un deuxième Covid. Contre les variants notamment. Et contre les variants notamment. Donc on incite évidemment les personnes qui ont contracté le virus, mais qui n'ont plus de symptômes, en tout cas dans les 15 jours qui suivent voilà, leur positivité, de pouvoir venir se faire vacciner. Donc on ne va pas identifier, en gros pour répondre à votre question, on ne peut pas mettre sur un même pied d'égalité les personnes vaccinées avec des personnes, parce que je pense que c'était sans doute ça votre question, qui auraient contracté le virus et dont on considère qu'ils sont immunisés. Ok. Il faut les convaincre aussi. Je veux dire, c'est peut-être plus difficile de convaincre quelqu'un qui a déjà fait le Covid et qui se sent immunisé que quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Je peux vous dire que ceux qui ont contracté un Covid sévère, ils sont convaincus d'office qu'il faut se faire vacciner. Bon, je vais parler d'un exemple, j'en parle rarement, mais mon chef de cabinet santé a contracté un Covid sévère en mars dernier, donc vraiment tout au début, au moment où c'était le pire moment où la stupeur et des abois, il s'est trouvé dans une situation extrêmement limite. On a eu peur pour sa vie d'ailleurs. Il est resté plusieurs semaines out et hospitalisé. Ça a été dans les premiers. Donc les personnes qui ont développé, en fait, c'est surtout des personnes qui ont développé des Covid sans symptômes ou avec des symptômes légers. C'est surtout ces gens-là et qui se disent finalement c'est pas grand-chose puisque j'ai pas eu de symptômes. Or on sait que ces personnes-là peuvent à nouveau contracter le Covid et s'ils le contractent avec un variant qui est plus contagieux et un peu plus agressif également, si je ne me trompe pas en termes médicaux. Oui, le fait d'avoir fait un premier Covid léger n'empêche pas d'en faire un deuxième beaucoup plus grave. Et par ailleurs, il peut y avoir aussi des Covid longs. Beaucoup de personnes souffrent, qui sont des Covid longs, qui peuvent atteindre plusieurs organes. Mais ne serait-ce que d'avoir une perte de goût pendant 8, 10, 12 mois, ça n'est de toute façon pas très agréable pour personne. Et puis, autre argument, on ne se fait pas non plus vacciner uniquement pour soi. Mais comme Lambert l'a dit, si on veut venir à bout, on voit quand même les conséquences d'un virus qui nous a bousculés au point de devoir tout fermer, d'être privé de relations sociales, de relations culturelles, de son travail. Et donc, évidemment, ça peut avoir des conséquences extrêmement négatives d'avoir un virus qui circule toujours à travers principalement des personnes qui ne sont pas vaccinées, même s'il circule, mais dans une moindre mesure chez les personnes qui sont vaccinées. Donc cet ensemble, c'est un effort collectif de solidarité qui fera en sorte qu'on arrivera à mettre un terme à ce virus. On teste combien de personnes par jour pour maintenant 40 000 dans les derniers chiffres, mais je vais vérifier
40 000 environ, je pense. Est-ce que le tracing doit encore continuer de manière intensive ou alors est-ce qu'on a vu une diminution? Alors, le tracing doit pouvoir continuer, par exemple, il va évoluer dans le milieu scolaire, par exemple, hein, et il va en fait réaugmenter avec la reprise professionnelle après les vacances et l'automne où on estime que le taux de contamination et de propagation risque d'être plus important. Comme dans les écoles également, ça va changer. Il est probable que la médecine scolaire, que peut-être les directions d'école ou d'autres viennent au secours des médecines scolaires, plus le tracing qui fait également son travail. On a renforcé également au niveau du gouvernement wallon la cellule de surveillance des maladies infectieuses de la VIC pour pouvoir reprendre le pilotage progressif et faire en sorte qu'à partir de 2022, la VIC ait un pilotage avec un noyau qui soit beaucoup plus solide pour le suivi de l'épidémie. Donc oui, on dit que ça reste un élément déterminant dans le suivi de contact, dans le respect de la quarantaine et dans le testing. Et c'est vrai que souvent on parle du prix de la vaccination, mais le prix du testing, ce sont des montants colossaux. Hein. Un test PCR, c'est à peu près 47-48 € environ. À ceux qui considèrent que la vaccination, c'est être à la solde des firmes pharmaceutiques ou c'est donner de l'argent aux firmes pharmaceutiques, ben ça coûte beaucoup plus cher à l'État de faire des tests PCR que de vacciner des gens qui sont par ailleurs protégés. Et donc on retrouvera moins dans le système hospitalier et dans les soins intensifs. Voilà, si vous n'avez plus de questions, je vous remercie. Pas de questions non plus par écrit, Arnaud? Si? On m'entend? Oui, oui. Il vient d'avoir une question de Benoît Mathieu de l'Écho. Bonjour, des tests salivaires ou antigéniques seront-ils à nouveau déployés dans les établissements scolaires et l'enseignement supérieur? Honnêtement, il faut que je vérifie avec Bénédicte Linard et avec Valérie Glatini parce qu'il n'est pas exclu qu'il y ait des expériences qui soient menées, certains ayant encore des tests salivaires, etc., et des tests qui soient organisés. Et je pense que l'idéal pour les hautes écoles comme pour les universités, c'est d'avoir des élèves qui sont protégés. Et donc je pense que le travail de communication des différentes universités se fera largement dans ce sens-là. Et d'ailleurs, j'ai le sentiment également que dans certaines universités, comme à Namur, ce sont également les élèves qui vont sensibiliser leurs pairs pour pouvoir les convaincre de l'intérêt de la vaccination. Bon après-midi. Ah, on le fait après ou